thème aujourd'hui que nous allons aborder, c'est le thème de la bat mitzvah. A priori, quand ma fille qui fait sa bar mitzvah aujourd'hui m'a demandé de faire un cours, eh bien, je me demandais ce que j'allais dire. Quand je vois un petit peu autour de moi comment se passent les bat mitzvah, ben, c'est des fêtes, on danse, certains lisent un petit peu un discours, enfin on parle des quelques mitzvot qu'il y a à faire. Bref, et puis donc je me suis attelé à cette tâche et je me suis aperçu que c'était un sujet extrêmement large, même fondamental, puisqu'on va voir que la bat mitzvah, c'est en fait le passage de l'enfant à l'adulte. A priori, il y a une étape intermédiaire qui est une étape qui est l'adolescente. L'adolescente, elle est en voie de devenir adulte. C'est en même temps justement une période indéfinie pour elle-même, parce qu'elle n'est pas enfant mais n'est plus adulte. En tout cas, c'est une période de transition, et comme toute période de transition, c'est une période inquiétante. Les choses se passent au niveau physique, physiologique. L'enfant voit qu'il change. Ça change au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau spirituel. Bref, ce changement, cette transition déstabilise les enfants. Et dans cette déstabilité, ça peut se passer de manière en harmonie avec la famille, comme comme on parle de la crise d'adolescence, avec toutes les choses qui peuvent se passer. Chacun de nous a une certaine expérience à ce niveau-là. C'est une période fondamentale pour un adolescent de cet âge-là, parce que tout devant lui est une inconnue. Et il doit devenir autonome. Il doit, comme on dit, s'envoler de ses propres ailes. C'est pas facile. C'est comme l'oisillon dans le nid, tout protégé, bien au chaud, nourri par les parents, qui regarde la beauté autour de lui, bien protégé. Et puis tout d'un coup, il va falloir prendre son envol. Est-ce que je vais être capable de voler? La peur de voler, la peur d'aborder tout cet extérieur. Tout ça, c'est des conditions qui font que la bat mitzvah, c'est une période difficile qui doit être prise au sérieux, surtout pas être banalisée, pendant lequel les enfants vont devoir être accompagnés. C'est finalement l'importance de la bat mitzvah, à la fois le processus par rapport à l'enfant lui-même et dans le rapport avec les parents. Comment les parents vont accompagner cette adolescente. Avant de rentrer dans les détails de comment justement aborder cette transition, comment accompagner l'enfant dans la bat mitzvah, on va voir que c'est un processus sur la durée. Ce n'est pas le jour de la bat mitzvah. Et qu'à l'intérieur, il y a des questions fondamentales qui sont posées. Alors, quand est-ce que l'on fait la bat mitzvah? Habituellement, on dit que la bat mitzvah se fait à 12 ans. Eh bien, d'après la halakha, la bat mitzvah se fait au moment de la puberté. C'est-à-dire au moment où l'enfant, ou la personne, est capable de donner la vie. Il faut l'entendre sur un plan physique, spirituel et psychologique. C'est comme la voiture. C'est-à-dire, je suis responsable que de moi-même, dans la voiture, je suis pris en charge, et tout d'un coup, je vais devoir prendre le volant de la voiture. C'est-à-dire apprendre à conduire, prendre le code de la route, prendre soin de moi, prendre soin de des passagers, et prendre soin de tout ce qui m'entoure. C'est énorme. Quand on commence à conduire, on est pris par cette peur. Devant toutes les tâches qu'il y a à faire en même temps, conduire, au début, on prend peur. C'est simplement du fait que l'accompagnement vient nous aider à justement dédramatiser et avancer que les choses se passent et finalement on se retrouve avec le permis de conduire et on conduit sur la route sans même s'en rendre compte. C'est un moment difficile. D'ailleurs, il y a une vidéo. Cette vidéo montre un entretien d'embauche fictif pour une position de directeur des opérations. Donc les gens appellent, ça se passe par Skype, il y a une caméra, donc c'est enregistré, et les personnes commencent à poser des questions. Donc il s'agit d'un poste de directeur des opérations, très bien. Alors comment ça se passe? Bon, d'abord, c'est un travail qui demande une disponibilité totale. Vous devez être pratiquement debout tout le temps. Ah bon, tout le temps? Mais il y a quand même des moments où je peux m'asseoir. Tout dépend de votre collègue, tout dépend de la situation. Mais a priori, vous êtes tout le temps debout. Waouh! Et vous devez travailler 24 heures sur 24. C'est-à-dire que là, c'est 7 jours par semaine, du matin jusqu'au soir et même pendant la nuit. Non, c'est pas possible. C'est pas légal.
c'est cruel ce que vous nous dites là. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs même, pendant les vacances, pendant les jours fériés, c'est justement là où il y a le plus de travail. Oh non, c'est pas possible, c'est extra. Et alors combien c'est payé? Ah ben c'est pas payé. Ah non, non, ça c'est hors de question, c'est pas possible. Bref, l'interview se passe où on va présenter à la personne finalement quel est le travail qu'effectue chaque parent. Une maman, un papa. On demande toutes ces choses-là. On demande à être aussi docteur, à être professeur, à être financier, bref, tous ces métiers-là. Donc c'est énorme. L'enfant, il en est conscient. Il en est conscient puisqu'il le voit chez ses parents. Comment se passe l'apprentissage? L'apprentissage essentiellement se passe au travers de l'imitation. On imite, sans s'en rendre compte. C'est la première chose que fait le bébé quand il arrive au monde. Il regarde son entourage et il imite. Ce qui fait que, eh bien, il y a une ressemblance dans la manière de se comporter, une ressemblance dans la manière de marcher, dans la manière de parler. Tout ça résulte des gènes, évidemment, mais de ce facteur d'imitation. Donc, pendant que les jours se passent, les enfants nous regardent et apprennent de nous. Et sans nous en rendre compte, on transmet des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc au moment de cette transition, l'enfant est en face de quelque chose qui consiste à être responsable. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, l'enfant est responsable de ses actes et donc il doit accomplir les mitzvot comme un adulte. Jusqu'avant la bat mitzvah, c'était un apprentissage. Donc il n'y avait pas de conséquences, il n'y avait pas de responsabilité, il n'y avait pas de, entre guillemets, de punition. Mais à partir du moment où on est à l'âge de la bat mitzvah, on est responsable de ses actes. Et donc, tout d'un coup, la prise de conscience que mon autonomie implique une prise de responsabilité. Jusqu'à présent, je pouvais vouloir faire ce que je veux, eh bien, je n'avais pas assumé les conséquences qu'il y avait derrière. Là, je vais devoir assumer les conséquences. Mais il faut expliquer aussi qu'il va y avoir des conséquences. Parce qu'il n'y a pas d'expérience ici pour comprendre qu'il y a des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire prendre ses responsabilités? Ce qui fait qu'il peut y avoir un risque d'angoisse en face de cette transition. C'est pour ça que justement ça doit se passer dans la fête. C'est pour ça qu'il faut un événement dans la joie, accompagné de l'amour de la famille, des proches, qui donne cette motivation, qui un peu dédramatise un petit peu la situation. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté ne pas banaliser, bien prendre conscience de ce qui se passe chez le futur adulte. Lui ne sait pas ce que ça représente cette transition. Nous, nous savons et nous devons devancer ces questions. Nous devons devancer ces angoisses. On va voir, je vais proposer un plan, on va dire, une sorte d'itinéraire. Comment accompagner l'enfant dans le processus de la bat mitzvah? Alors, l'habitude, c'est on va parler des études, on va parler du travail, de l'indépendance financière, bref. J'ai pensé la bat mitzvah comme la préparation d'un voyage. C'est-à-dire, quand on fait un voyage, eh bien, il y a un itinéraire, un endroit de départ, un endroit d'arrivée, de retour, et au milieu, différentes étapes, avec les moyens d'arriver à ces différentes étapes et les activités. Et donc, je vais proposer un itinéraire avec 5 étapes, un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est ce que je vais appeler l'identité. C'est qui je suis. Et le point d'arrivée, c'est l'identité. Qui je suis. Et entre les deux, ce sont les 5 mitzvot qui sont en général mises en valeur au moment de la bat mitzvah. Alors pourquoi le point de départ et le point d'arrivée, c'est l'identité? Parce qu'en fait, au départ, quand on fête la bat mitzvah, c'est potentiellement la maman. C'est potentiellement la femme juive. Physiquement, elle est prête. Physiquement, le garçon, au moment de la bat mitzvah, il est prêt. Mais il va y avoir un décalage au niveau de son physique et au niveau de ses capacités, justement, de prendre en charge cette autonomie. C'est ce qu'on appelle justement cette période d'adolescent qui à la fois qui est entre l'enfant, qui n'est plus l'enfant, mais qui est adulte, mais qui n'est pas encore adulte. C'est-à-dire potentiellement cette identité. C'est-à-dire la question c'est
qui je suis. On va partir des Pirkei Avot, des maximes de nos pères. Imen ani li mili. Si je ne suis pas moi, qui je suis? C'est-à-dire avant de commencer tout travail, il faut déjà une prise de conscience de qui je suis. On parle d'une bat mitzvah, d'un enfant qui va devenir une femme juive. C'est une identité au travers de ma famille, au travers de mes grands-parents, au travers de mes aïeux. C'est ce que je suis. La principale difficulté, et on le voit dans notre société aussi, c'est d'être capable de se réaliser, avec tous les pièges au niveau identitaire, c'est-à-dire qui fait qu'on va vouloir être quelqu'un d'autre. Parce que la vie est faite de la capacité de choisir. Donc je peux choisir le bon chemin ou je peux choisir le mauvais chemin. Et donc toute la difficulté va être de savoir qui je suis, pour ensuite faire tout le travail de toute une vie qui fait que je vais m'accomplir. C'est pour ça que j'ai pris par rapport à l'identité la notion de départ et d'arrivée. C'est au départ, prendre conscience de qui je suis. Ensuite, c'est tout le travail que j'ai à faire pour me réaliser. Imen anili mili. Si je ne suis pas moi, qui je suis? Parce que de là va apparaître toute la réussite que je vais avoir dans ma vie. Si j'essaye d'être quelqu'un d'autre, c'est essayer de faire apparaître des qualités que je n'ai pas. On a chacun un potentiel, on a chacun des dons. C'est ce que l'on est, c'est en potentiel. Et donc toute la difficulté, c'est de prendre conscience, quels sont mes dons? Quel est mon potentiel? Quelles sont mes qualités? Et là, on part au travers d'une identité juive. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être juif? Et à partir de là, c'est tout un chemin. Mais cela commence par mon identité. Comme on dit, Imen ani li, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Veimani leatzmi, et si je suis que pour moi, alors que suis-je? Donc la première étape, c'est de savoir qui je suis. L'histoire juive, l'histoire d'Israël, comment s'est constitué le peuple d'Israël, la relation entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Pourquoi le monde est imparfait? Pourquoi il y a de la souffrance dans le monde? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a la richesse? Alors il faut expliquer à l'enfant, pour à la fois dédramatiser et faire apparaître la raison de ce monde. Alors nos sages d'expliquer, et on va le voir au travers des mitzvot, mais nos sages expliquent qu'il y a ce qu'on appelle le monde si, la Olam Hazé, et le monde futur. Le Olam Hazé, c'est le monde présent. À savoir, Akadosh Baruch Hu a créé un monde à parfaire. C'est un monde imparfait qui a été donné à l'homme à être réalisé. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Le monde n'est pas parfait, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est justement la raison pour laquelle je suis là. Je suis là pour intervenir et réparer ce monde. Chacun a son métier de réparateur. C'est à l'enfant, l'adolescent, de découvrir quel est le métier qui a été insufflé dans son âme. Et découvrir qu'est-ce qui, lui, va pouvoir réparer, lui uniquement, et personne d'autre. Donc présenter déjà cette idée de ce monde est un monde à réparer. Et pour cela, il n'y a que toi pour faire la réparation qui doit être faite, personne d'autre. Donc si tu veux essayer de prendre les outils de quelqu'un d'autre, tu ne vas pas y réussir, mais en plus, ton travail qui aurait dû être fait ne sera pas fait. Donc il faut consacrer du temps à la notion d'identité, à la notion de développement personnel, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. La seule manière de réussir, c'est de comprendre quel est notre potentiel et de le laisser s'épanouir. Sans cela, eh bien, ce sont à chaque fois des obstacles. C'est le danger de l'adolescent. C'est-à-dire l'adolescent, comme chacun le connaît ou l'a vécu, peut se déplacer, devenir une crise d'adolescence. C'est-à-dire au lieu d'avancer, de découvrir et de progresser, je vais avancer en m'opposant, en me rébellant. C'est comme ça que je vais apprendre. En fait, je désire apprendre par les épreuves. Je ne veux pas qu'on m'explique. Je commence par découvrir. C'est un chemin, mais c'est un chemin qui va amener beaucoup de souffrance pour l'adolescent et pour aussi les parents. Donc,
savoir accompagner l'enfant au niveau de son identité d'Israël et au niveau de son identité personnelle, du développement personnel. Dans cet accompagnement, il y a aussi le regard des parents. C'est pas simplement l'enfant qui va vouloir devenir adulte. Il faut que les parents veuillent que l'enfant devienne adulte. Et souvent, ce n'est pas le cas, de manière consciente ou de manière inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a des parents, par exemple, sous prétexte de protéger leur enfant, eh bien, sous cette forme de protection, empêchent l'enfant de prendre son envol, de se développer. Et donc, ça sera toute sa vie un enfant qui n'arrivera pas à être adulte, un garçon qui n'arrivera pas à se marier, qui sera piégé par ses parents. Donc, il y a aussi, au travers des parents, un travail qui reste à faire, qui est de laisser et encourager l'enfant de grandir pas à pas et de le laisser prendre cette indépendance, de prendre le risque de le voir prendre son envol avec tout ce que ça représente, comme nous on a fait, chacun de nous, on est tous passés par là, et qu'on a dit le premier itinéraire, début, fin, l'identité. La première mitzvah que j'ai vue et qui me semble importante, c'est la mitzvah de la frashatrala, c'est-à-dire que à 12 ans, une fille a une mitzvah qui consiste à, avant de faire le pain, de mettre le pain au four, eh bien de prélever un petit morceau de pâte et de la mettre de côté, de faire une bracha en souvenir du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, et de faire une bénédiction. Afrashatrala, prélever la chala. L'idée qu'il y a derrière, c'est l'idée de nourriture. Et c'est une idée fondamentale, parce que c'est au travers de la nourriture que Abraham va pouvoir ramener des âmes au judaïsme. On dit que leur maison, leur tente avait 4 portes qui correspondent aux 4 points cardinaux pour justement favoriser le fait d'accueillir les gens, quelles que soient les directions qu'elles prenaient. Et la manière de les accueillir, c'était au travers de la nourriture. La nourriture prend une place fondamentale dans les rapports de la société, dans l'être. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Donc au travers de la nourriture, il y a un élément dans la relation avec soi-même et dans la relation avec les autres fondamental. Donc ce n'est pas simplement l'idée de prélever la chala, c'est l'idée du rapport que l'on a dans le judaïsme, que l'on a par rapport à la nourriture. Et c'est quelque chose de fondamental puisqu'il n'y a pas une fête qui se passe sans un bon repas, un Shabbat sans les 3 repas. Rosh Hashanah, Kippour, mais il y a quand même un repas avant et il y a quand même un repas après. Bref, au travers de la mitzvah de la chala, il y a l'idée de la nourriture, l'idée de préparer les repas, l'idée d'accueillir les gens, l'idée de donner une joie au travers de ces repas. La deuxième mitzvah, c'est la bougie de Shabbat. À 12 ans, pour certaines traditions c'est à 12 ans, mais pour d'autres traditions, chez Sfarad, on allume les bougies de Shabbat dès que l'enfant est prêt à allumer. Pas forcément à l'âge de 12 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Juste avant Shabbat, eh bien, la maîtresse de maison allume une bougie et récite une prière. L'idée qu'il y a derrière, c'est l'idée du Shabbat. C'est-à-dire, par ce geste, la femme fait rentrer le Shabbat dans la maison. Ce n'est pas une question d'heure. C'est à partir du moment où la femme a allumé les bougies, elle fait rentrer le Shabbat. C'est elle qui détermine l'entrée du Shabbat dans sa maison. Derrière cette idée de Shabbat, il y a 2 choses. La première, comme on l'a vu, c'est cette idée il y a dans ce monde une réparation à faire. Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, comme on dit, s'est reposé. Cette idée de s'est reposé, c'est tout simplement lui s'est abstenu de parfaire le monde, qui fait que le monde est imparfait. Mais en même temps, le fait qu'il s'arrête de parfaire le monde, durant ce 7e jour, qui sont les 6000 ans pour le peuple juif, le 6000 ans dans ce monde-là, eh bien, durant ces 6000 ans, c'est le travail que l'homme doit faire pour parfaire le monde. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la responsabilité et en même temps le mérite de parfaire ce monde, de montrer que cette créature-là a des pouvoirs qui ressemblent à ceux d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, pendant 6 jours, travaille, et le 7e jour, comme Akadosh Baruch Hu, se repose. Et quelle est l'idée? L'idée, c'est que s'il y a Shabbat,
Si je me repose le 7e jour, c'est parce que pendant 6 jours, j'ai travaillé. C'est pas je me repose pendant 6 jours et le 7e jour, je me repose un peu plus. Non, c'est je fais tout un travail pendant les 6 jours et ensuite le 7e jour arrive. Je vous laisse poursuivre avec cette question. Et puis le deuxième point qu'il y a derrière le Shabbat, c'est cette idée de sortir de tout esclavage. Au moment où je rentre dans le Shabbat, toute chose pour laquelle j'étais attaché, la télévision, la musique, la voiture, le travail, tout ça s'arrête. Qui fait que je romps avec le risque de rentrer dans une habitude qui fait que je vais devenir un esclave. Par exemple, la cigarette. À partir du moment où rentre Shabbat, je vais devoir affronter la nécessité d'arrêter de fumer. Et on voit combien les habitudes peuvent piéger la personne. Alors là, on parle de la cigarette, mais il y a toutes sortes d'habitudes qui fait que finalement, on est piégé. Donc le Shabbat vient rompre avec cette aliénation, avec cette forme d'esclavage. Et ça aussi, c'est important d'enseigner cela à nos enfants, parce qu'il y a différents pièges aujourd'hui dans la société qui font qu'on a intérêt à faire que nous soyons des esclaves. Ne serait-ce qu'au niveau de la consommation. Il y a toute une intelligence dans le marketing de la consommation qui consiste à faire que nous soyons piégés et que nous soyons de bons consommateurs. Eh bien, avec Shabbat, ces mécanismes sont interrompus et sont bloqués. Le téléphone, enfin, vous avez certainement d'autres idées, mais vous voyez ce dont je veux parler. Après la chala, le rapport avec la nourriture, après le Shabbat, il y a la nida. Ce sont les règles de pureté familiale. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est le prélude, finalement, au couple. Puisque c'est tout ce qui va entourer le fait de donner la vie et la relation dans le couple. Alors là, je vous laisse ici développer cette idée, mais vous voyez qu'à travers de cela, il y a énormément de questions, probablement peut-être aussi des angoisses. Bref, ce sont des choses qu'il faut aborder dans ce temps de transition et permettre à l'enfant de le prendre vraiment de manière positive, de lui donner donc toute l'assurance, toutes les ressources pour être en harmonie avec le couple qui se présente devant lui ou devant elle. Le 4e point, c'est la prière. La prière, c'est aussi quelque part relié avec le Shabbat, mais c'est l'idée qu'il y a un créateur dans ce monde. C'est-à-dire que derrière toute puissance qu'il y a dans ce monde, le boss, le directeur, le professeur, les parents, les grandes puissances financières, tout ce que vous voulez, derrière, il y a le créateur. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu décide de fermer un tout petit peu le robinet de la vie, toutes ces personnes-là tombent et il n'y a plus de puissance, cette autorité disparaît. Akadosh Baruch Hu est derrière toute créature. Sachant cela, je sais qu'il n'y a aucune impasse pour moi. Tout devient possible. Tout devient possible à condition que ça corresponde à la volonté d'Akadosh Baruch Hu et à ma volonté. Mais tout devient possible. C'est pour ça qu'il est important d'initier l'enfant à la prière, s'adresser à Akadosh Baruch Hu. Demande à Akadosh Baruch Hu. Il est là pour t'entendre et il est là pour t'exaucer selon sa volonté, c'est-à-dire selon ce qui est bon pour toi. Parce qu'évidemment, si tu demandes à obtenir quelque chose qui finalement va se retourner contre toi, tu vas comprendre que ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que dans un premier temps, tu vas être très heureux, puis ensuite ça va se retourner contre toi, tu vas en souffrir, ça va devenir un malheur. Donc le but, c'est que tu sois heureux. Donc le but, c'est que ta demande soit juste. Mais là, tu laisses Akadosh Baruch Hu, lui, faire le tri. À tout moment, dans toute situation, parle à Akadosh Baruch Hu. Adresse ta prière. Demande-lui de faire une bonne prière. Demande-lui de faire une bonne demande. Mais adresse-toi à lui. Et il n'y a pas d'impasse. Il n'y a personne qui est au-dessus d'Akadosh Baruch Hu. Tous sont en dessous. Donc tu n'as à avoir peur de personne. C'est une composante du peuple juif qui fait que devant le peuple juif, on voit au travers de l'histoire, eh bien il n'y a pas d'impossible. Puisque c'est un peuple qui traverse toute l'histoire, alors que de grandes puissances s'écroulent au fur et à mesure, Israël traverse toute cette histoire. Parce que Israël est en contact avec Akadosh Baruch Hu, avec le créateur du monde, avec celui qui représente l'éternité. Donc, apprenez à l'enfant à se connecter avec Akadosh Baruch Hu pour lui donner de la force, pour lui donner de l'assurance et aussi pour l'aider à ouvrir certaines portes dans certaines situations
Et enfin, la dernière mitzvah qui me semble aussi importante, qui correspond au Pirkei Avot que l'on a suggéré tout au début, à savoir Imen ani mili, si je ne suis pas moi, qui je suis, qui va agir pour moi, qui va réfléchir pour moi, qui va vouloir mon bien, si ce n'est moi. Ve Imen ani li, mili, ve imani leatzmi, ma'ani. Et si je suis que pour moi, qu'est-ce que je suis? C'est-à-dire que l'être dans le monde, c'est un être collectif. Et quand on a parlé de réparation dans le monde, c'est une réparation au travers de la collectivité. Et quand on parle de la bat mitzvah, on a dit c'est donner la vie. Donc c'est le rapport déjà avec l'autre, même s'il vient de moi, même si c'est mon enfant. Mais l'autre aussi, c'est le couple qui va donner l'enfant. Donc je voyais la dernière mitzvah qui serait la mitzvah de la tzedaka, c'est-à-dire apprendre à donner, apprendre à être à l'écoute de l'autre. Avec évidemment une priorité, comme on a dit. D'abord moi. C'est-à-dire, il faut d'abord être à l'écoute de soi-même avant d'être à l'écoute de l'autre. Imen ani li, si je ne suis pas pour moi-même, qui suis-je? À ce moment-là, je peux être à l'écoute et m'occuper des autres. Comme toute chose, un professeur, on ne peut pas enseigner si on n'a pas appris. On ne peut pas être un bon psychologue si soi-même on n'a pas réglé ses propres problèmes. D'où l'importance de la charité, apprendre à donner. Mais derrière, il y a une idée beaucoup plus profonde, et je vais terminer là-dessus. C'est une idée qui est liée à la Kabbalah, qui est que apprendre à donner, c'est apprendre à être comme un Kadosh Baruch Hu. C'est l'objectif qu'il y a dans le judaïsme. L'opposé à la tzedaka, qui est l'opposé à donner, c'est le fait de recevoir. Pour nos sages, pour la Gemara, le fait de recevoir, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Et la Gemara va nous dire qu'un enfant jusqu'à 13 ans, c'est du Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il reçoit, il passe son temps à recevoir. Mais, dans ce cas-là, c'est positif. Parce qu'il faut apprendre à un enfant justement à recevoir. Tout ce qu'il reçoit pendant son enfance, c'est tout ce qu'il va pouvoir donner pendant son temps adulte. Donc il ne faut pas le priver. Alors évidemment, il ne faut pas céder à tous ses caprices. Il y a des limites. Apprendre les limites à un enfant aussi. Mais l'idée, c'est il faut... Le fait qu'ils veuillent recevoir, c'est une bonne chose. Qu'ils veulent découvrir les goûts, qu'ils veulent découvrir la vie, qu'ils veulent... Tout ça, c'est bon pour un enfant. Pour un adulte, ça devient problématique. Ça devient une situation où je me mets en assisté. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. C'est la situation de victime qui fait que la personne ne bouge pas, n'avance pas, elle ne construit pas. Et elle, finalement, elle se détruit. Et puis, dans cette même approche, il y a ceux qui vont donner pour recevoir. Ça, c'est typiquement le vendeur. Je vais te donner le meilleur produit, mais tu vas payer. Ou alors les gens faussement généreux. Je suis très généreux avec toi. Je t'invite, mais n'oublie pas de m'inviter. Bref, c'est intéressé. Et donc, c'est problématique. C'est pas vraiment donné. En tout cas, ce n'est pas une relation qui va être positive. Puisque l'idée, c'est finalement, et on va le voir, c'est ce qu'on a commencé un peu à expliquer au travers du judaïsme, c'est de recevoir pour donner. C'est-à-dire que, comme on a dit, un enseignant, il ne peut pas transmettre un savoir s'il n'a pas reçu. Donc dans un premier temps, il faut apprendre à recevoir. Il faut être capable de recevoir, il faut être capable d'apprendre. Il faut être capable, pour un psychologue, d'aller chercher d'abord ses problèmes, d'oser affronter ses difficultés, ses impasses. Mais ça ne suffit pas. Parce que pourquoi tu as obtenu toute cette connaissance, tout ce savoir, toute cette expérience? C'est pour la donner, c'est pour le transmettre. Donc c'est recevoir pour donner. Et c'est le principe de la tzedaka. Je reçois, quelqu'un m'envoie une bénédiction, un travail, une parnassa, et tout cela, elle est faite pour évidemment entretenir et permettre de vivre, moi et ma famille, mais en même temps, le donner et pouvoir le donner aux autres. Et ce qu'on appelle le rachat, le méchant, c'est celui qui veut recevoir pour recevoir. Et puis le dernier qui est utopique, c'est donner pour donner. Ça n'existe pas. Nous sommes des créatures, donc nous recevons tous l'être. Donc pour pouvoir donner, il faut recevoir. Donc celui qui a la prétention de donner, eh bien il se trompe à lui-même et il trompe son entourage. Voilà en quelques mots, j'ai essayé de définir un itinéraire pour la bat mitzvah, mais surtout pour montrer à la fois l'étendue de tout le travail qu'il y a effectué avant, pendant et après, et puis l'accompagnement des parents et le rôle que les parents ont
dans cet accompagnement, à la fois pour permettre que l'épanouissement se fasse en harmonie pour l'enfant et que en même temps les parents y participent de manière volontaire et permettent justement à l'enfant de prendre son envol et de devenir à son tour lui-même adulte et de faire sa propre cellule.